Très chers web téléspectatrices et téléspectateurs des Diaf TV, bonjour et merci de nous rester fidèles. Comme invité sur notre plateau de rencontre avec l'artiste ce jour, un homme grand, un leader d'opinion camerounais, un spécialiste en relations internationales. S'il est souvent critiqué et contesté, et même parfois considéré par une certaine opinion africaine et en majorité camerounaise comme un polémiste, il reste pourtant respecté. Parti du Cameroun depuis quelques jours pour Paris, où il s'est d'ailleurs aussitôt fait remarquer par une plainte qu'il vient de déposer contre le journal Le 1 qui traite de faible le président Barack Obama parce que noir selon lui. Il a accepté de venir sur notre plateau après moult essais. Membre de l'ACAM, militant politique, associatif, ancien universitaire, panafricaniste, agent occidental, disent certains de ses détracteurs. Promoteur du tribalisme au Cameroun clame d'aucuns. Qu'en est-il réellement de lui? Oui, le professeur Chandan Tomné, auteur prolixe, avec près de 40 livres à son actif, est bien notre invité du jour. Aux côtés de l'infatigable Alain Jules, vêtu de son t-shirt noir, anti-négrophobie, Jean-Claude Chandan Tomné, il s'agit de lui, va nous livrer sa vision de ce monde interdépendant où les intérêts personnels ou particuliers ont pris le pas sur les intérêts généraux. Sans plus tarder, je vais de ce pas les retrouver de l'autre côté du plateau. A tout de suite. Bonjour, monsieur Sanda Tomé. Bienvenue sur Diaf TV. Bonjour, monsieur Alain. Installez-vous. Alors, rebonjour, monsieur Sanda Tomé. Et déjà, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va vous poser des questions relatives au Cameroun, relatives à l'Afrique et forcément au monde, à partir du moment où nous savons que vous êtes quand même un spécialiste des relations internationales. Alors, justement, à tout seigneur, tout honneur, on commence par le Cameroun. Vous êtes auteur de plus de 30 livres. C'est assez... C'est une quarantaine de livres même. C'est assez énorme. Mais quand on parcourt votre bibliographie, on se rend compte que c'est l'Afrique, un peu le monde. Le Cameroun, il n'y a pas 5 œuvres qui parlent du Cameroun. Si je ne m'abuse, hein. J'en ai vu au trop 3. Oui, c'est vrai. J'ai écrit, qui est d'ailleurs un livre, un opuscule, Autopsie à la décrépitude de l'intelligentsia camerounaise. Exactement. Mais simplement, dans la plupart de mes ouvrages, je globalise les problèmes. Je fais des analyses systémiques qui, à partir d'une observation de différents modèles, de l'historicité des gouvernances en Afrique, bien évidemment, le cas du Cameroun s'intègre très bien dans tout ce que j'écris. Donc en réalité, spécifiquement, un livre qui traite du Cameroun, non, je pense que je n'ai pas écrit des livres comme ça. Mais le Cameroun est présent dans pratiquement toutes mes œuvres, sans celles qui ont un caractère essentiellement théorique. Par exemple, des livres qui sont trop bornés sur le droit international. Il est clair que je ne viendrai pas appeler un pays quelconque. Là, on est théorique, on reste même à la limite dans la doctrine générale d'une discipline. Alors, tous les Camerounais, forcément, vous connaissent, hein, parce que, bon, comme on le disait à l'introduction, vous avez une activité épistolaire assez forte aussi, n'est-ce pas, qui est parfois relayée dans tous les sites camerounais. Hein. Mais, on va dire que sur le plan international, malgré le fait que vous soyez consultant ou alors conseiller dans plusieurs organisations internationales, pouvez-vous vous présenter pour les téléspectateurs de Diaf TV, parce que ça concerne le monde entier, qui est monsieur Sanda Tomé? Je pense que, en réalité, vous demandez à un mille pattes d'expliquer pourquoi il marche avec 1000 pattes. Ben, si vous voulez, prenez ça comme ça. Non, vraiment, je pense que on dit beaucoup de choses de moi qui ne sont pas exactes ou qui peut-être relèvent de l'ignorance. Non, je suis vraiment, quand je le dis souvent, on a tendance à penser que j'extrapole, je me moque des gens.
Je suis un vrai enfant de petite famille pauvre, pas de petite, de grande famille, hein, modeste, qui a grandi à Douala. Et bien évidemment, j'y ai fréquenté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux être à la fois ancien du collège Afré-Saquet, ancien du collège Saint-Michel, ancien du lycée Dios. Donc j'ai été un peu partout. Et comme dans la plupart des familles polygames, certaines, en réalité où les parents n'ont pas eu une grande instruction, donc je me suis beaucoup débrouillé tout seul, beaucoup. Et je pense que par la grâce de Dieu, avec la témérité qu'on a gagnée dans l'enfance, n'est-ce pas, j'aime souvent dire que je suis un enfant du cinéma Rio de Daïdo. Je me définis même d'ailleurs beaucoup plus comme un enfant Sawa. Pour vraiment tout mon style et tout, pour plusieurs raisons. C'est que je sors de Douala, ça c'est important. Le reste, mes parents sont évidemment de l'Ouest. Mais de là, je pense que Dieu m'a donné le courage et la force de faire une grande aventure qui m'a mené jusqu'en France puis les États-Unis. Et je me suis débrouillé, j'ai choisi, parce que j'ai été influencé tout petit par les questions internationales. Donc voilà, puis je m'en suis spécialisé jusqu'à un niveau très élevé. Et voilà. Donc est-ce que qui je suis en termes clairs, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le parcours d'où je viens. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est pas plus compliqué. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a deux types peut-être trois types de personnes. Il y a des personnes qui doivent beaucoup à la providence. Je pense qu'être chrétien pour moi c'est un état d'esprit, c'est pas les églises, machin. Je suis profondément croyant. Et je dois beaucoup à la providence. Parce que quelqu'un comme moi qui est passé par le désert et tout, je suis arrivé à Paris, j'ai dormi dans le métro, j'ai été récupéré par des gens par la suite. Quand après vous pouvez devenir quelqu'un humblement, vous appartenez à la catégorie de ceux qui doivent rendre ce que Dieu vous a donné, même pour 1%. Il y a maintenant ceux qui se fichent de tout ça. Il y a ceux qui, en réalité, ne connaissent aucune de ces situations. Mais je dis, quel qu'en soit le cas, c'est mon histoire qui me fait. Ça, c'est de deux. Ma discipline, je suis juriste et politologue. Ça me tient également. Un autre facteur quand même, dans le contexte du Cameroun, quand tu rentres et que tu es coincé, bloqué par des subjectivismes ethniques, des travers politiques, ça également, ça te formate un tout petit peu. Les gens ont souvent dit comment ça s'est fait que je revendique d'être un des agitateurs des années de Brest. J'ai vendu les cartons rouges, c'est vrai. Je ne refuserai jamais ça aujourd'hui. Nous avons travaillé au lance-flammes, aux barricades et tout. Mais ce que j'en retire, c'est que moi, Sanda Tomé aujourd'hui, je suis vraiment d'abord un citoyen engagé. Ouais. Ensuite, je suis un professionnel du droit international et du contentieux des investissements. Ça, c'est ce que je fais. Et je suis spécialiste des organisations internationales, de l'administration internationale. Et vous savez, il y a tout un secteur qui prend simplement corps, qui n'a même pas 50 ans d'évolution. C'est celui des organisations internationales non gouvernementales. Et le domaine est encore vierge, parce que ce sont des institutions qui, à force d'activité et justement à force aussi de remplir les vides créés par les défaillances étatiques, ont acquis une force, une puissance telle qu'aujourd'hui, le droit international était obligé d'en tenir compte. Donc ça crée un certain nombre de distorsions. Bon, maintenant, au quotidien, pour le parcours que je vous dis, ça m'a amené à créer le Comicodi avec des amis, la commission indépendante contre la corruption et la discrimination. Mais l'histoire encore de cette affaire, beaucoup de gens ne connaissent pas.
Dans les années en 92, on m'appelle pour dire qu'il y a un jeune homme qui était en train de mourir à côté du siège d'un parti politique à Yaoundé. Je ne dirais pas lequel parti politique. C'était un handicapé qui avait été chassé du centre des handicapés de Yaoundé. Il s'appelait Souvenir. C'est triste de le dire. J'ai encore ça en mémoire. Et il était sur un tricycle qui était pratiquement foutu, donc on ne pouvait même plus bouger. Il avait déjà passé 3 mois dehors avant de bouger. Et ce gars, parce qu'il croyait au discours de la démocratie arrivée, il y a des nouvelles personnes qui vont changer les choses, avait vraiment squatté devant tous les partis politiques. On l'avait éconduit. Donc je l'ai pris, je m'en suis occupé. Et à l'époque, avec l'ancien Jean Joyeux Vivant, je lui en parle, et il est très profondément touché. Et il m'encourage, et ensemble on se met pour aider ce souvenir-là. C'est vraiment après lui que je me dis, mais je pense qu'il faut faire quelque chose. Et c'est comme ça que la commission est née, la commission indépendante contre la corruption et la discrimination. Et je vais vous dire quelque chose, en 2010, je décide d'abandonner la coordination et qu'on fasse un grand congrès, une assemblée, pour qu'on élise une nouvelle direction. Ce sont quelques missions diplomatiques, d'ailleurs, quelques personnalités aussi chez nous qui me disent non, 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 les gens vont faire le commerce avec tout de suite. Toi, tu es un idéaliste, on préfère ne faire pas encore. Donc, vraiment, je pense que je ne suis pas au-delà de ça. Moi, j'habite Yaoundé et je pense que des gens ont souvent voulu me voir dans un parti politique. Non. Pendant les années de Brest, en 90, nous avons vraiment cru qu'on pouvait secouer le cocotier. On a fait les villes mortes, on a vendu les cartons rouges. J'ai dû d'ailleurs pratiquement démissionner de la fonction publique parce que c'était une question de conviction. C'était plus fort que moi. Et je pense que nous avons beaucoup plus à gagner à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que ceux qui connaissent, qui ont une influence sociale, qui ont un nom, ceux qui peuvent cogner une porte qu'on ouvre, vraiment qu'ils tiennent la main des gens au quotidien. C'est beaucoup plus important pour la maman qui vend les beignets ou la fille qui fait le call box. Paul Biya, le gouvernement et tout, c'est trop loin. Au quotidien, là, ce que vous pouvez faire pour ces gens-là, c'est très important. Et moi, je crois vraiment, je me définis comme un citoyen social, quelqu'un qui a été à l'école et qui veut utiliser ça au profit de la société du plus grand nombre. Et le reste, du travail dur, parce qu'en plus, je suis d'une famille où on n'a pas beaucoup de cadres. Bon, pour vous éviter beaucoup de questions, en 90-91, vous savez qu'il y a cette grande secousse, effectivement, oui. Et surtout après l'élection de 92, vous savez ce qui se passe, c'était très dur avec Yaoundé, on brûlait, ça bougeait à l'université, les parlementaires et tout. Donc, réellement, les communautés s'interrogeaient. Et il y avait énormément de regroupements dans les villages, ainsi de suite. Voilà comment le lac Cam est né. Et à l'époque, naturellement... Justement, c'est bien que vous dévancez par rapport... Oui, c'est pour vous le dire tout simplement. Tout court. Donc, activistes à l'époque, pour le changement et tout, les aînés disent, attendez, venez qu'on fasse une réflexion. Où est-ce qu'on va en réalité? Parce que là, tout le monde dans tout le sens. Voilà comment un peu c'est né. J'en suis un membre et un dirigeant de ce jour. Voilà, écoutez, justement, on embraye sur le pouvoir camerounais. Ouais. Alors, êtes-vous, vous définissez comment vous êtes opposant au pouvoir de Paul Biya, c'est-à-dire au RDPC, ou alors finalement simplement, comme vous l'avez dit tantôt, un combattant, entre guillemets? Vraiment, moi je crois que ce serait pas approprié pour quelqu'un qui a quand même un niveau de maîtrise intellectuelle et de prétention sociale. Quand je dis prétention, pour le rôle que je peux jouer dans la stabilisation des rapports sociaux, pour aider les gens, ainsi de suite. De dire, je suis un opposant, je suis membre d'un tel parti, j'aime tel parti, j'aime pas tel autre. Je pense que c'est une vue trop courte, en réalité. Chaque fois que quelque chose est mauvais, je dis qu'il est mauvais.
Vous avez vu, par exemple, je ne sais pas comment me regarderait Thierry Atangana s'il me rencontre, mais j'ai été extrêmement dur à son égard dans son affaire. Chaque fois que quelque chose est mauvais, je dis que c'est mauvais. J'ai cette posture-là. Je suis un patriote, mais dans le même temps, je suis violemment contre les injustices. Alors, opposant à Paul Biya, le monsieur ne m'a rien fait. À la limite, je peux même vous dire que quand je rentre au Cameroun en 84 et que je suis buté à cette espèce d'ostracisme, je ne dirais pas tribal, mais les individus posent des actes et on voit directement d'où ils viennent en termes de tribus et de régions. Jacques Fameux Ndongo, actuellement avec qui j'ai d'excellents rapports, en réalité, est chargé de mission à la présidence. Et je peux vous dire, je me réserve de ne pas vous dire ici comment j'ai été traité. Je pense vraiment quelque chose s'est cassé chez nous, même le Paul Biya en question, quelque chose s'est cassé qui a peut-être fait changer le cours des choses. Parce qu'à l'époque, je me souviens, on dit ambassadeur aux États-Unis, et je suis vraiment, vraiment rayonnant aux États-Unis à l'époque. Vous pouvez prendre mon livre, Le rêve américain d'un enfant d'Afrique, je raconte tout le parcours. Et j'ai saisi la présidence de la République, c'est la présidence qui me fait rentrer. Je leur dis, attendez, voilà les problèmes que je rencontre. Je peux vous dire que la débauche d'énergie qu'il y a eu, c'était extraordinaire. Et pour que j'aille au ministère des Relations extérieures. Donc, il faut que nous revenions un peu à beaucoup plus d'humilité, de pondération et de réserve si nous voulons envisager le problème de chez nous. Vous savez ce que Lula a dit à propos des révolutionnaires et des nationalistes africains. De très bonnes visions, mais très mal exploitées et brutalement. Vraiment, je ne crois pas. Je pense Paul Biya a son destin, et je crois qu'il n'a pas demandé le pouvoir à Idio, et Idio l'a choisi. Il a son caractère, et moi, Sanda Tomé, il est le chef de l'État du Cameroun, mais chaque fois qu'il a posé un acte qui n'était pas bon, vous avez vu le communiqué du Comicodi, j'ai dit, ce n'est pas bon, mais également, et ça c'est très important, j'ai cette relation, sinon je ne l'aurais pas. Moi, je n'existe pas, parce que je dois défendre les gens. Il faut laisser son amour propre de côté. Si vous voyez dans tous les rapports du Comicodi, je prends le cas de 2012, on a eu près de 250 requêtes qui étaient fausses, qui étaient des dénonciations calomnieuses, qui étaient des fausses pistes. Quand c'est comme ça, nous, on s'excuse, après on demande pardon. Et moi, j'ai dit, dans le contexte actuel, je ne peux pas me définir comme un opposant par rapport à qui et par rapport à quoi. Par contre, je suis profondément patriote. Et chaque fois qu'il faudra se lever pour une cause, pour une question précise concernant le Cameroun, vraiment, de mon propre jugement, je choisirai le bon côté. Et je dis, moi, c'est ma conviction. Personne n'est ni profondément ni entièrement mauvais, et personne n'est ni profondément ni entièrement bon. Je vais vous dire, j'ai été à une conférence de l'OIF à Brazzaville sur les droits de l'homme. Je suis arrivé à la conférence, j'étais un des 18 experts. Notre délégation est arrivée là-bas, et j'ai senti que notre délégation n'était pas très puissante, en réalité. Pendant la plénière, les délégations par pays racontaient des expériences qu'elles avaient vécues pour montrer comment leur pays était, machin. Mais moi, j'étais vraiment choqué parce que tout n'est jamais noir. 2 semaines avant, je venais de vivre une expérience terrible. C'est-à-dire que des jeunes qui vendent la quincaillerie dans le pouce, les produits du quincaillerie, avaient été pratiquement arrêtés, tabassés et torturés par les policiers, qui ne leur avaient pas donné le choco, comme vous connaissez. Je me suis présenté au GMI à Yaoundé, et ensuite, j'ai rencontré le DGSN, qui était le père Médio. Je vous assure qu'il a coulé des larmes devant moi. Et il a soulevé un dossier, il a dit, mon fils, regardez-moi tout ça. Quand vous pensez que la plupart de ces gens, certains n'ont pas les cartes de visite, certains font ainsi de suite. Vous savez ce qu'il a fait? Il a relevé ces 5 policiers. Ça s'est fait chez nous aussi, ça, la punition et la sanction. Ce n'est pas tout le temps mauvais. Alors, moi, me trouvant à Brazzaville, le vice-ministre marocain chargé de la justice avait tenu des propos qui m'avaient paru vraiment extraordinaires. Il avait dit, il n'existe pas dans le monde un seul chef d'État qui se lève un matin et dit, je vais tuer 20 personnes aujourd'hui. Et il avait dit, la gouvernance, la gestion d'un peuple, c'est quelque chose de vraiment délicat. Quand on parle d'homme d'État,
il faut se situer au-delà des passions, des tensions et des énergies spécifiques. Vous avez des choses, des actes qui peuvent être posés qu'on n'attendait pas. Il y a un chef d'État, quand il se lève le matin, on peut lui dire qu'une partie du pays est en train de brûler. Il doit prendre une décision. Ça m'avait vraiment touché. Et j'ai donc pensé à cette histoire de quincaillerie. Un jour avant la fin de la conférence de Brazzaville, j'ai changé de position. C'est-à-dire que j'ai laissé mon costume d'expert pour entrer comme membre de la délégation camerounaise. J'ai pris la parole à la plénière. Ceux qui peuvent se référer à ces actes-là peuvent aller le voir. On a consigné cette expérience camerounaise-là, des quincailliers et des sanctions qu'il y avait eu. C'était pour dire quoi? Pour dire que la conférence était axée sur le rôle d'alerte de la société civile. Bien souvent, il suffit simplement qu'un individu ait le courage d'aller dénoncer et de dire il y a ceci qui ne va pas. Et vous pouvez être surpris que l'homme d'État, le gouvernement, les dirigeants que vous preniez pour corrompus, pour des assassins et des criminels, devant vous se montrent encore plus concernés et plus touchés que vous-même et prennent des décisions qui vont vous surprendre. Voilà un exemple typique. C'est pour dire que se déterminer souvent de manière radicalement en disant « je suis un opposant à ceci », je pense qu'il faut se replacer dans un contexte et se définir comme quelqu'un qui lutte pour la justice. C'est mieux dit comme ça. Nous avons nos propres fautes. Hein. Voilà, c'est entendu. Justement, revenons sur la société civile camerounaise. Ouais. Alors, d'aucuns disent que le pouvoir du président Paul Biya a remis cette société vraiment à néant. Je parle de la société civile. Ouais. Et quel est son rôle aujourd'hui au Cameroun, justement? Bon, vous dirigez une association, je vais souvent consulter justement tous vos rapports, mais quelle est sa place aujourd'hui et quel est son rôle et quels sont ses actes concrets sur le terrain aujourd'hui? D'accord, je vous remercie beaucoup. Il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est le degré de méconnaissance de nos lois et même de méconnaissance de l'évolution du pays, même à l'intérieur du Cameroun. Pour vous donner un exemple, les gens se sont tellement placés dans une optique négative que vous convoquez quelqu'un au commissariat pour venir prendre peut-être son argent qu'un débiteur a déposé, il se met à chercher des interventions. Alors, vraiment, je peux vous dire une chose. Pour ceux qui ne le savent pas, si quand on fait un audit des systèmes en termes d'évolution des pratiques juridiques, officiellement consacrées, le tissu juridique du Cameroun aujourd'hui est tellement dense sur le plan de la protection civile et des libertés. Les gens ne le savent pas. Maintenant, en ce qui concerne les applications, il y a sans doute des distorsions. Mais je dirais, et pour rentrer dans la société civile, il y a davantage de démission et d'ignorance. Ignorance pour ceux qui peut-être n'ont pas une instruction suffisante, une capacité de compréhension des textes. Démission pour la société civile. Vous savez, avant 1990, peu de pays en Afrique ont fait la révolution que le Cameroun a fait en 1990. C'est-à-dire le train des lois dites des libertés. C'est extrêmement important. Je pense que nous pouvons corriger, nous pouvons à partir de là critiquer, mais vous prendrez le pouvoir au Cameroun aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs vous allez vouloir légiférer, vous trouverez qu'il y a une loi. Mais que les gens soit n'exploitent pas et n'appliquent pas. On n'invente pas la société civile. La société civile, en gros, c'est un corps de citoyens, en groupe ou individuellement, qui expriment des intérêts sociaux, qui indiquent, orientent et influencent le destin collectif. Elle est société civile parce qu'elle est différente de ce qui institutionnellement est politique, parce que ce qui
de différent de ce qui institutionnellement est consacré comme fonctionnant pour l'appareil de l'État. Donc, il s'agit en réalité d'un corps privé, contrôlé par les citoyens, organisé par eux-mêmes, et dont les programmes ne dépendent pas des institutions officielles. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux que les lois de 90? Avant 90, pour créer une association au Cameroun, il fallait passer par des enquêtes de moralité. Il fallait, y compris les organisations non gouvernementales, il fallait un certain nombre de procédures qui en réalité nourrissaient des intrigues. Mes chers amis, aujourd'hui, les associations relèvent de la déclaration. C'est vrai, on va me dire que sur le plan opérationnel, les sous-préfets continuent de sévir en posant beaucoup d'actes illégaux, tels que l'interdiction de réunion, ainsi de suite, mais il faut se déporter ailleurs. Je prends le cas de l'enseignement supérieur et de l'enseignement tout court. Les créations d'écoles d'établissements ont été libéralisées. Il y a, à mon avis, une construction artificielle de l'égoïsme des citoyens dans notre société qui débouche sur une démission en ce qui concerne la défense des intérêts collectifs. C'est tout. Moi, je ne pense pas que quand on dit le régime de Biya... non, vraiment, moi, et certains disent... Mais, non, parce que justement, vous existez, et c'est pour ça que mais il n'y a pas que moi. Je pose la question. Il y a beaucoup d'associations qui existent, mais maintenant, il faut faire la différence entre... Là, vraiment, je corrige, pour vous dire. C'est comme des gens ont parlé de l'écriture. Si je n'étais pas aisé matériellement maintenant, parce que je bourse beaucoup, et que j'ai assez de revenus, c'est vrai, je n'aurais pas également le discernement et les moyens pour produire autant de livres. Attention, produire un livre, un bon livre, c'est cher. La correction, la mise en page, et ainsi de suite. Donc, également, il en va de là comme du reste. Vous ne pouvez pas avoir des gens, effectivement, une société civile structurée, organisée, efficace et engagée, si vous n'avez pas des acteurs capables de construire leur propre indépendance. C'est de cela qu'il s'agit d'abord a priori. Dites que la pauvreté, sans doute, et la misère ont généré des mentalités démissionnaires ou des mentalités d'indigence qui ne permettent pas aujourd'hui, effectivement, que les gens puissent défendre librement et efficacement les intérêts collectifs. Je serais d'accord, mais là encore, on ne comprend pas pourquoi. Regardez la DEC. Regardez la DEC, c'est des étudiants. Ces garçons sont tellement efficaces. Moi, je vous assure que je peux mourir pour eux. Je suis avec eux tous les jours. Mais pas pour un parti politique. Parce que je trouve que c'est des enfants qui sont représentatifs de ce que moi je souhaite, la manière dont nous pensons pour influencer, mais positivement, l'évolution de notre pays. C'est ça la société civile. Pourquoi? Moi, quand j'ai rentré au Cameroun en 1984, il y avait une centaine d'associations à l'université, Club de la Nature, Club Cécile, même dans les lycées. Il n'y a plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il faut qu'on s'interroge beaucoup. C'est vrai. C'est votre rôle, justement, de l'éducation pour réhabiliter, justement, cette société civile-là, je veux dire, les autres associations, etc. Mais nous devons être... Moi, j'ai souvent dit ce que le Comicodi, par exemple, fait. Mais si on était 100, même 50 à le faire, ce serait énorme. Parce que contrairement à ce que vous croyez, moi, il dit souvent, il faut être sur le terrain pour se rendre compte. Je vous assure que 100% des correspondances que nous adressons à la CONAC ont une réponse. Et 100% des actions que nous menons en direction des pouvoirs publics, des gens qui tiennent des décisions, ainsi de suite, nous pouvons avoir 30, 50% de réponses, 10% de cas effectivement résolus. C'est beaucoup. Je ne vous citerai pas les noms. Je préfère vous citer parfois par ce qui est positif. Mais il y a des gens, il y a des membres du gouvernement qui ne répondent à rien, qui font le gros dos. Il y en a qui sont très conscients de, n'est-ce pas, de l'utilité du dialogue. Oui, disons qui ont le sens du bien commun, on va dire. Voilà. Et d'autres qui sont très égoïstes. Donc vraiment, voilà pour la société civile, ça dépend de nous. D'accord. Alors, on va un peu aborder un sujet, on va dire, les questions qui fâchent. Hein. Oui. Bon, je ne sais pas si vous allez vous fâcher, mais ce n'est pas le but, hein, je veux dire. Alors, comme on le disait tout à l'heure dans l'introduction,
certains, vos détracteurs probablement, vous accusent d'être une espèce de moteur du tribalisme, et ces derniers affirment même que vous êtes une espèce de locomotive. Alors je ne sais pas, peut-être parce que vous êtes un dirigeant de l'ACAM, hein, et que c'est une espèce de suprématisme. C'est-à-dire que vous vous plaignez ici qu'il n'y a pas assez de Bamileke, puisque vous êtes de l'Ouest, hein, vous êtes Bamileke, et là vous accusez par exemple des nominations. Ça a été très très discuté justement sur les réseaux sociaux. J'ai été au courant d'une affaire comme ça. Et donc, est-ce que ces assertions-là, vous les rejetez en bloc, ou alors vous avez une explication, ou finalement ce sont des malentendus? D'abord, je veux vous dire, si j'étais, même d'ailleurs, si j'étais condescendant, je pourrais vous donner une réponse à la limite qui ferait pleurer ceux qui disent ça. Je dirais simplement, chacun a donc à aller se valoriser dans son village. Pour vous dire quoi? Pour vous dire simplement que ceux-là aillent dans mon village, qu'ils aillent à l'ouest, demander ce qu'on pense de Sanda Tomé. Vous comprenez, hein? Mais je suis un enfant du Cameroun, j'ai grandi à Douala, au bord du Boué. Alice comme moi, nous sommes en train toujours dans notre projet d'association pour sauver le Kouri. J'ai fait l'école primaire en Pays Bassa, je parle de Bassa entièrement. Comme moi. Voilà, et je vis à Yaoundé. Je vais vous dire une chose, je pense que c'est le problème africain, nous sommes vraiment en retard. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous a punis comme ça. Vous avez vu quand il y a une élection aux États-Unis? C'est Dieu qui nous a punis. Vous avez vu quand il y a une élection aux États-Unis? Le chef de l'État, le président, reçoit. D'ailleurs, il ne reçoit pas. Il va faire campagne dans les communautés grecques, hispaniques, polonaises, ainsi de suite. Et il recueille les avis et il fait même des promesses. Et quand on compose le gouvernement américain, on veille à ce qu'il y ait un hispanique, il y ait un grec, vous savez ça. Je vais vous dire, c'est pour dire à nos compatriotes, pour la plupart... Au Cameroun, ce n'est pas le cas. On parle de, entre guillemets, planification. Oui, non, mais attendez, non, on a dépassé ça. Vraiment, pour être honnête avec vous, je pense d'ailleurs un des problèmes majeurs en ce moment, ça s'est encore dit quand on parle de Boko Haram, que ce qui risque de nous perdre, c'est que le chef de l'État ait mis les gens de la même région à tous les postes de sécurité, donc ils ne peuvent pas lui donner la bonne information. Ça s'est dit. Donc, je prends un exemple. Donc, c'était pour vous dire quoi? C'est bien de savoir. Parce voilà. Vous prenez DGSN, DGRE, ainsi de suite. Bon, mais laissons ça de côté. Ce que je veux vous dire. Quand, annuellement, il y a la fête du BAM. Oui. Vous comprenez, hein? Oui. Vraiment, c'est quand j'ai appris, quand cette fête, chaque fois qu'elle se tient, je suis surexcité. De même, je suis l'auteur de beaucoup d'initiatives pour renforcer le Ngondo, pour sortir le Ngondo de simples cérémonies occasionnelles vers quelque chose de stratégique. Tous mes camarades de classe avec lesquels j'étais à l'école, au collège Afesaker, qui sont des savoirs purs, la plupart ne se retrouvent pas dans la haute sphère. Et ça m'inquiète, ça m'embête. Vous avez les Bassa, vous avez les Mbokléa, les Lokpo qui font des fêtes annuellement. Pour moi, c'est une excellente chose. Vous avez les enfants d'Akono qui se réunissent régulièrement. C'est une excellente chose. Lorsque vous n'avez plus aucune souche culturelle, que vous n'êtes attaché à rien. Moi, quand mon père est mort, je l'ai appris encore durement, en retournant dans des traditions, en apprenant beaucoup de choses. S'identifier à des traditions souches formalise la sagesse et la maturité du citoyen, et non l'inverse. Maintenant, replacer dans notre contexte, si vous voulez. Alors, j'aime bien ça, comme je suis une personnalité assez visible, et que j'accepte de porter très facilement tous les noms et tous les problèmes. Quand j'ai un jeune Bamileke ou des jeunes Bamileke qui viennent me voir,
Je pense que ça, vous pouvez aller vérifier. Hein. C'est en 2010. Oui, en 2010. Non, 2008. Une bonne dizaine de magistrats bamileke voulaient quitter la justice. Parce qu'on avait plafonné la révolution. Ils voulaient quitter. Et le ministre à l'époque a dû faire des pieds et des mains pour les consoler, leur dire que, écoutez, je me suis rendu en 2010 également, en octobre, tout le monde est vivant, au Premier ministère, parce qu'on venait de publier le résultat du concours l'ENA. Je vous assure, c'était une hécatombe. Et j'ai rencontré le secrétaire général de l'époque. L'avantage que vous avez avec quelqu'un comme moi, c'est que je parle entièrement, je parle avec transparence, et je n'ai pas rien cassé. Donc je vous donne, les témoins sont vivants. À l'audience assistait le professeur Cotte, qui était chargé d'émission, il devait prendre les notes. Quand je me suis mis à présenter les statistiques à Gilles Doré-Nongo, je vous assure, il a été écœuré. Il a dit qu'il ne pouvait même pas imaginer qu'une chose comme ça se passe. Et il a demandé de faire des notes, de prendre effectivement des notes, ce qui a été fait. Donc, quand on vous présente certaines choses, par exemple, le jeune qui vient de me voir là, après la nomination des 25 responsables régionaux des impôts. Oui, c'est bon, justement alors, ça. Oui, non, mais je pense que les gens... Qui a fait beaucoup parler. Oui, mais les gens ne comprennent pas. Il faut les laisser parler. Parce que mettez-vous dans la peau d'un de vos collègues qui est inspecteur des impôts, qui est bamileke, et qui s'est dit, mais finalement même, on nomme des responsables régionaux, il n'y a aucun bamileke dans toutes les régions. Qu'est-ce qui se passe? On nomme des receveurs régionaux, ça fait 25. Je peux vous dire tout de suite que ce n'est pas la politique du gouvernement au Cameroun. Attendez. Les finances. Oui, attendez. Et quand j'ai reçu les jeunes qui sont venus me voir, inspecteurs des impôts, je les ai interrogés longuement. C'est eux qui m'ont donné, c'est des choses que vous pouvez aller vérifier, qui dit par exemple, lors de la première année où Benjamin Amama dirige l'ENAM, qu'est-ce qu'il fait? C'est une promotion de 100 qu'on doit prendre. Il y a 12 qu'il met qui sont de l'Est, sur 100, et il n'y a que 4 bamileke à l'époque. Ça, c'est ce que les gens viennent me donner. Alors, moi, je suis leader d'opinion, moi. Vous comprenez, hein? Si vous venez me voir, j'interviens à Kono, j'interviens dans le BAM, j'interviens à Douala, j'interviens partout, j'interviens au nord. Mais quand vous venez me voir, je ne veux pas dire que je n'en parle parce que si j'en parle, on va dire que je suis bamileke, je suis d'accord. Non, j'ai reçu des enseignants qui sont venus me voir, qui étaient de l'extrême nord. Je vous assure que ça faisait mal. Parce que souvent, il faut, pour critiquer, il faut apprendre. Quand on a créé l'université de Maroua, nous avons dit, mais quelles sont ces histoires-là? On fait passer même les faux bacheliers et tout, machin, et tout. Et c'est là, vraiment, de vous à moi. Je pense que ceux qui disent souvent que Biya est rusé, il est malin, il est... Non, pas du tout. Je pense qu'il a une fonctionnalité d'homme politique qui fait que, comme chez nous la plupart du temps, y compris les intellectuels, les gens qui sont censés connaître, jouent à la rumeur, jouent à la dénonciation, à la contestation, tout de suite, ils ne peuvent rien y comprendre. Je vous assure que c'était une hécatombe au nord. J'ai dû intervenir au Premier ministère. Et le Premier ministre à l'époque, Inoni, a dû spécialiser un chargé de mission, François Xavier Etoa, pour lui dire, occupez-vous de tous ces dossiers-là. Vous savez pourquoi? Tous les enseignants au nord n'avaient même pas leur salaire. Vous aviez des collèges, des lycées qui avaient un professeur de mathématiques pour 6 classes. Vous avez des lycées et collèges où il n'y avait que le proviseur et puis un autre enseignant. C'était très grave. L'université de Maroua, il fallait la créer. L'école normale de Maroua, il fallait créer. Quand je lui ai rencontré le ministre, Jacques Tomé Bongo, c'était à une autre occasion. Et il venait d'avoir les résultats de Maroua. Et on en parle. Je vous assure, je lui ai dit, monsieur le ministre, je pense que essayer d'initier une note pour qu'on puisse payer plus cher ou bien donner une bourse à tous les enfants du Nord qui accepteraient d'être enseignants et de sortir de l'école normale de Maroua et de rester au Nord comme enseignants, qu'on double même leur salaire. Ça, c'est des petites choses que nous ne connaissons pas. Ce qu'on connaît le plus, c'est si par exemple, j'ai des jeunes qui viennent me voir, qui disent « je suis bamileke, je suis victime de telle situation » et que j'écrive pour ça,
Oui, ça doit tomber parce qu'il dit, mais c'est bête. Prenez les rapports du Comicodi, essayez de les explorer, étudiez-les assez bien. Mais 90% des cas que nous défendons n'ont aucune traçabilité ethnique à l'Ouest. Ce serait même, je pense que c'est même, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas être quelqu'un engagé pour la défense, la justice, et puis commencer à penser que vous avez une justice pour les Bamileke, une autre pour les Ewondo, une autre pour les Peuls. Ça ne marche pas. Monsieur Sanda, Oui. toujours sur ce sujet, vous avez été épinglé, on va dire, hein, entre guillemets, c'est pas moi, hein, lorsque, parce que les gens vous accusent d'avoir été tout le temps une espèce de dénonciateur de la situation camerounaise, mais au moment où le Sénat est mis en place, on nomme monsieur le président du Sénat, monsieur Niat Tifendi, et vous faites une note dans laquelle vous écrivez que de toutes les façons, je ne considère pas Niat comme un Bamileke, c'est un ami de Paul Biya. Ça, ce ne sont pas les termes exacts, hein, mais on vous a reproché de l'avoir fait. Qu'est-ce que vous répondez à cela, qui appuie toujours sur votre supposé tribalisme, hein, moi, je ne sais pas quoi répondre. Je vais vous répondre. D'abord, s'il y a une chose dont je suis très fier, c'est d'être Bamileke. Ah, il faut, bon, ça c'est très important d'être Camerounais ensuite. Vous comprenez? Et je pense qu'il faut faire assez attention. Il ne faut pas qu'on se laisse aller à ce genre de délirisme. Vraiment, vous comme moi, vous pensez que c'était la meilleure chose pour Niak à faire, d'aller de se remettre à un truc comme ça? Mais non, attendez, je vous ai dit que je... Moi, je ne juge pas. Non, attendez, je vous parle de manière transparente. Oui. Alors, donc, c'est une déclaration du LACAM. D'accord. Paul Biya a, dans ses amis, choisi quelqu'un. Donc, moi, je ne vois pas où est le débat. Mon problème, c'est, et vous savez que sur le principe, le Sénat, pour nous, c'est une inutilité. C'est fondamental, il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est quand dans d'autres pays, on est en train de dissoudre ça, nous rentrons dedans. Ensuite de deux, le président nomme... vous savez pourquoi on a fait la déclaration? Non, justement, je ne sais pas moi. Ah, parce que on a entendu, oh, c'est fini, Paul Biya veut donner le pouvoir au Bamileke, il veut... Vraiment, attendez, vraiment, je vous le dis tout de suite. Restons sur des questions de principe. Vraiment, le président n'a qu'à... il s'élève maintenant, il dit il a rêvé, que Dieu lui a dit de refaire les institutions, de laisser une bonne succession. Il crée les conditions d'une bonne élection. Ok, bien contrôlé et tout. Je vous assure, on fait ces bonnes élections-là. Je voterai pour le meilleur candidat si son programme me convainc, s'il est bon. Malheureusement, je risque de moi d'être candidat. Donc, c'est que c'est le boulot qui votera pour moi. C'est une découverte. Non, ce n'est pas une découverte. Je veux simplement dire que parce que je suis un citoyen qui milite pour que le Cameroun soit bien. Et que la Constitution, en réalité, je pense, elle ne va pas m'exclure parce que j'ai un teint plus sombre, ainsi de suite. Donc, si elle est vraiment transparente, je dis, pourquoi est-ce que je m'empêcherais moi aussi d'être candidat? Mais simplement, ce que je veux dire, je voulais en venir, c'est que la coloration ethnique n'a jamais constitué un problème de gouvernement. C'est le malheur de l'Afrique. Je vous jure, si demain, vous avez suivi quand Bamileke a été attaqué. Oui. C'est moi qui ai défendu Bamileke. Parce que je le connais, monsieur. C'est-à-dire que je le connais. Il peut avoir changé, mais je ne crois pas. Je vous assure que je le connais. Ça, c'est un esprit brillant, Amadou Bamileke. Vraiment, les gens peuvent en dire ce qu'ils veulent. Oui, vraiment, c'est... Moi, je l'ai connu, c'est une des personnes qui est connue quand elle rentre au Cameroun. Parce que mes amis les plus intimes, même quand j'étais étudiant en France, sont tous du Nord Cameroun. Je vous assure que je connais Amadou Bamileke très bien, dans l'esprit, même dans son ménage, ce qu'il est, dans ses rapports humains. Je l'ai défendu ardument. Donc, si demain, n'importe quel Camerounais, mais vraiment, qui jouit de tous ses droits civils et politiques, de toutes ses capacités mentales, vraiment devrait succéder à Paul Biya. C'est pour ça que je n'ai pas été d'accord avec la déclaration de Mounounzala.
ce n'était pas intelligent. Je pense ne commencer pas à dire aux gens, si c'est un Betty qui remplace Paul Biya, il y aura la guerre civile. Mais sur quelle base, mes chers amis? Posez-vous la question, pourquoi nous ne pouvons pas parler d'élection? Justement, j'allais clore avec ça, oui. pour clore ce sujet de tribalisme, Oui, etc., oui. en disant que quand des gens se lèvent et ils disent que, puisque Biya est Betty, si le prochain président est Betty et une guerre civile, ça veut dire qu'on renie la démocratie. Ouais, Et alors, vous l'avez précisé tout à l'heure que... vraiment, si, je vais vous dire, vraiment, c'est ça qui va tuer les Africains. Pourquoi ils ne s'interrogent pas que Bush peut être président et son fils vient être président? Vraiment, je pense qu'il faut faire assez attention. Ça va nous enfoncer. On n'en est vraiment pas là. Vraiment, je vous le juge, je vous parle de tout mon cœur, avec toutes mes prières pour le Seigneur. Si demain, vraiment, même un Chinois vient nous gouverner et qu'il nous gouverne bien, je pense que ce qu'on veut, c'est que moi, Sanda Tomé, que je n'ai plus à ma porte tous les jours 20 personnes parce qu'ils sont victimes d'injustice, parce que ça ne marche pas, parce qu'à cause de leur ethnie, nous ne pourrons pas avancer ainsi. Et je pense, moi, c'est profondément ma conviction, quelqu'un qui est instruit, vraiment qui se dit citoyen et qui aime son pays, ne peut pas aujourd'hui axer la tribu comme pôle central de sa démarche. Voilà, mais là on connaît enfin votre point de vue, hein, parce que bon, c'est parfois intéressant de parler avec les gens. Alors, on va aborder le deuxième volet, hein, avant, bon, la fin sera sur vous, hein, sur votre séjour à Paris, etc. Alors, c'est l'Afrique, et peut-être, et le monde aussi. Alors, que pensez-vous de cette montée exponentielle, hein, de la secte Boko Haram, qui menace pratiquement 3 pays, en l'occurrence le Cameroun, le Niger même, qui est frappé au cœur, et le Niger, voire même le Tchad.